On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du prochain spectacle du Cercle philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais tout d'abord, bilan des travaux au poste de pompage Champlain. Parlons des travaux au poste de pompage Champlain à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'intersection de la rue Champlain et de la rue Loyola. Périodiquement, vous savez, ça arrive, il y a des travaux à ce poste de pompage et aussi, on demande pendant ce temps-là la collaboration des gens pour réduire un peu leur consommation en eau. Donc, ultimement, les eaux qu'on va rejeter, donc, parce que ça reste quand même une station de pompage pour acheminer les eaux usées à l'usine d'épuration des eaux. Question de faire un peu de pédagogie, savoir à quoi sert ce poste, pourquoi on fait des travaux, en quoi consistent ces travaux. On en discute avec Sébastien Marquis de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Ce que je trouve toujours intéressant quand on parle d'épuration des eaux, comme je le dis, c'est de faire un peu d'éducation. Parce que peu de gens savent à quoi ça sert, pourquoi on fait des travaux, en quoi ça consiste. Donc, partons du début. Quelle est l'importance du poste Champlain dans la toile d'araignée de la récupération des eaux à Saint-Jean? Bien, le poste de pompage Champlain est le plus important de la municipalité. On parle de 70 des eaux usées qui sont acheminées en provenance du poste Champlain directement à la station d'épuration pour y être traitées. Donc, c'est un service essentiel que toutes les municipalités possèdent. À Saint-Jean-sur-Richelieu, on en possède une bonne quantité, dont le poste Champlain qui est le plus important. Dans cette espèce d'architecture de récupération des eaux, on sait, à Saint-Jean, il y a l'usine d'épuration le long de l'autoroute 35. Évidemment, la ville est séparée par une rivière, on le sait bien. On sait qu'il y a une trentaine de postes de pompage un peu partout dans la ville, mais ce poste-là, en quoi il est autant stratégique? Pourquoi il y a autant d'eau usée qui transite au poste Champlain? Ce poste-là, en réalité, récupère beaucoup d'eau usée de postes de pompage situés en amont. Donc, il récupère les eaux pompées. On parle du secteur Iberville, Saint-Athanas. Oui. Un secteur aussi, bien, une partie du secteur de Sainte-Anne de Sabrevois. Donc, le secteur Saint-Jean. Donc, toutes les eaux usées sont pompées en direction du poste Champlain, qui, lui, par la suite, pompe ces eaux-là, mais directement dans une conduite souterraine qui est de 5 km, qui s'en va jusqu'à la station d'épuration. Donc, ce qui est particulier à Saint-Jean, c'est que les eaux usées sont pompées en direction de l'usine d'épuration et ils n'arrivent pas de manière gravitaire, comme dans d'autres municipalités. Bon. En fait, il faut comprendre que la ville, c'est un peu comme un grand terrain plat, contrairement à des villes où il y a parfois des dénivellations, ce qui n'est pas notre cas. Donc, il faut pomper pour que ça arrive à l'autre bout. Exact. Donc, je résume. Donc, 70 des eaux usées de la ville... 60 oui. 60 transitent par le poste Champlain. Donc, oui, c'est plus que la moitié. Exactement. Ce poste-là, parce qu'il y a deux choses. Quand on est sur la rue Loyola, on voit un vieux bâtiment qui est en arrière du McDonald's et le nouveau bâtiment qui est plus dans le parc où là, il y a le HLM à côté. Donc, c'est quoi la différence dans ces deux bâtiments-là? Bien, en réalité, le poste Champlain, c'est celui qui est adossé au parc. Au parc. Celui-là est en quelque sorte le poste Champlain sanitaire. Donc, c'est lui qui achemine les eaux en direction de la station, tandis que de l'autre côté, en arrière du McDonald's, ça se trouve être un poste de pompage pluvial. Donc, c'est les eaux pluviaux qui se retrouvent dans cette station de pompage-là, puis par la suite sont remontées pour être déversées à la rivière Richelieu. Donc, le poste qui est adossé au parc, il a été construit quoi, comme les autres à la fin des années 90? Fin 90, mais c'est plus ancien que ça, parce qu'à l'époque, c'était utilisé comme un poste de pompage pluvial. Mais à l'époque aussi, avant 1997, l'usine d'épuration n'était pas en fonction. Elle n'existait pas. Exact. Donc, la totalité des eaux usées était déversée à la rivière Richelieu. Donc, les deux postes de pompage en question servaient à l'époque, avant 1997, à pomper les eaux à rivière. Bon, forcément, les consciences ou les conventions sociales ont évolué depuis une vingtaine d'années. Les gens sont toujours un peu surpris d'apprendre que quand on fait des travaux, bien, on fait ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que tout ce qui est déversé s'en va directement à la rivière. Pourtant, c'est ce qu'on faisait avant 1997 et personne ne s'en scandalisait. Aujourd'hui, on fait ça une journée ou deux pour se dire hey, « c'est épouvantable ». En même temps, ce poste-là, de par son importance stratégique, fait en sorte que quand vous faites des travaux, bon, vous demandez une permission au ministère de l'Environnement pour déverser dans la rivière le moins longtemps possible. Mais là, de ce que je comprends, c'est que les travaux que vous avez faits dans la dernière semaine,
c'est pour améliorer le fait que quand on aura des travaux dans l'avenir, on sera peut-être plus obligé d'envoyer les eaux directement dans la rivière. Expliquez-nous, dans le fond, la teneur des travaux qu'on a fait la semaine passée. Oui, parfait. Bien, la semaine passée, ce qu'on a fait, il y a deux phases de travaux. Donc, la semaine passée, on a complété la phase numéro 1, qui consistait à l'installation d'un pompage temporaire qui nous permet d'acheminer plus de 85 des eaux usées durant la phase subséquente, donc pour les 8 prochaines semaines à venir. Donc, ce pompage-là, les premières journées nous indiquent que c'est très, très efficace. Donc, c'est des données qu'on va pouvoir divulguer suivant quelques jours d'opération. Donc, pour ce qui est des travaux qu'on exécute pour le futur, donc, on fait une séparation du puits humide, ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir faire de l'entretien dans 50 des équipements du poche Champlain, tandis que l'autre 50 va pouvoir opérer normalement. Donc, cette configuration-là du puits était absente à la construction en 97. Donc, ça, c'est une chose qu'on met de l'avant pour réduire grandement les volumes déversés dans le futur. Donc, ça va vouloir dire que dans l'avenir, quand vous allez faire des travaux d'entretien à ce poste-là, vous ne serez pas obligé d'arrêter complètement. Puis il y a quand même, donc, comme vous dites, une bonne partie des eaux usées qui vont quand même pouvoir continuer d'être acheminées et non pas redirigées malheureusement vers la rivière. Oui, exactement. Nos calculs préliminaires nous indiquent qu'environ 88 des volumes ne seront pas débordés dans le futur. Puis on a bien l'intention d'optimiser nos méthodes de travail puis nos périodes d'exécution des travaux, justement pour réduire cette période-là aussi, puis ultimement se rendre à 100 là. Mais là, dans le fond, c'est comme si on installait, là, je fais une figure, là, mais c'est comme si on mettait un splitter, je ne sais pas, je le dis en anglais, mais c'est comme si on met un... C'est comme si on met un équipement qui vient comme un peu diviser les affaires, ce qui fait que quand on va travailler sur certains équipements, on va pouvoir quand même continuer de faire marcher cette affaire-là. Là. Oui, bien, on peut prendre le cas de figure, exemple d'une piscine. C'est comme si présentement, la totalité des eaux rentrent dans une piscine dans laquelle il y a des pompes. Donc là, on prend la piscine, puis on met un mur en plein milieu. Donc, on se retrouve en quelque sorte à avoir deux piscines dans lesquelles on peut intervenir d'un côté ou de l'autre, pendant que l'autre côté, lui, il continue d'opérer. Mais ça veut dire qu'à la base, l'usine n'avait pas été configurée pour ça. Et ce système-là, est-ce que vous l'avez vu ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres villes qui utilisent ça? Bref, comment est venue l'idée d'installer là, ce qu'on vient de faire? Bien, nous, quand ça a été le temps de la mise à niveau de la station, pour nous, ça a été une priorité vraiment d'améliorer la situation à long terme, de un. De deux aussi, on devait obligatoirement faire des travaux de reconditionnement du poste de pompage qui, lui, opère depuis 1997. Donc, on parle de plus de 25 ans d'opération en continu, 7 jours par semaine. Donc, la mécanique devrait être remplacée, améliorée. Puis, quant à se mettre les mains dedans, bien, on a désiré améliorer la situation. Puis oui, on s'est inspiré de d'autres municipalités puis de cas types pour justement améliorer ce portrait-là à long terme, parce qu'on sait que l'environnement est de plus en plus important aujourd'hui. Puis c'est un souci de tous les jours pour nous. Mais donc, je reviens à ça. Donc, de par le fait que ce poste-là pompe 60 des rejets de la ville, donc c'est majeur, et de par le fait que vous devez de toute façon toujours faire de l'entretien, au final, ça va faire en sorte que vous allez de beaucoup, je présume, diminuer vos déversements annuels dans la rivière? Oui, bien, nous, dans nos entretiens annuels, on va toujours, dans la bonne façon de faire, on doit faire nos entretiens, évidemment. Donc une fois par année. Donc, on va exécuter ça de manière le moins nuisible possible pour l'environnement. Puis on est très confiant de la solution qu'on va mettre en place là, pour l'avenir. Puis on va en connaître les résultats au courant de l'année 2024. Bon, rappelons-nous, il n'y a peut-être pas si longtemps, si les gens s'en rappellent, mais quand vous avez fait une dérivation sur le pont Gouin, quand on a changé de pont, ça aussi, ça a été, disons, un souci parce qu'il y a quand même une conduite importante qui passe sous le pont. Là, vous avez trouvé comme une alternative, disons, intéressante qui vous permettait aussi de ne pas rejeter à la rivière ce qu'on aurait fait normalement. Oui, oui. À cette époque-là, il y a une solution qui a été mise de l'avant, puis ça a bien fonctionné. Puis si je pense au poche Champlain, le poche Champlain, quand même, de par ses volumes très importants, donc le transport d'eau usée en semi-remorque est pour nous impensable. Puis aussi, la distance entre le poche Champlain et la station de plus de 5 km fait en sorte que des systèmes de pompage temporaire et à toute fin pratique mais c'est une question de quantité. Je sais que j'avais déjà posé la question, mais
on ne peut pas, disons, faire une captation des eaux usées, mettre ça d'un citerne puis l'envoyer à Saint-Luc. Ça n'a comme pas de sens, là. Les quantités ont pas d'allure, là. Exactement. Mais le poste Champlain a une capacité d'environ quotidienne normale, environ 40 000 mètres cubes jour de débit d'eau à gérer. Donc, si on pense à un semi-remorque qui peut contenir environ peut-être 30 mètres cubes, on peut faire le calcul du volume de semi-remorque. Ça prendrait beaucoup de camions. Oui, bien, j'ai pas la réponse, là, mais ça se calcule bien, mais on sait bien que c'est impossible. Donc là, la première phase est terminée, plus vite même que prévu. Oui, exactement. Un petit 2-3 jours d'avance, donc ça fait l'affaire de tout le monde. Là, maintenant, les prochains travaux que vous allez faire, c'est des travaux d'entretien au poste ou on travaille encore sur ce système de dérivation? Bien là, présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place le pompage temporaire durant la première semaine de travaux. On a fait aussi des travaux au réservoir hydropneumatique pour faire en sorte de réduire les temps d'entretien futurs. Donc, ces 5 journées-là de travaux intensifs nous ont permis de compléter plus tôt, comme vous disiez, 3 jours à l'avance. Puis pour ce qui est des 8 prochaines semaines, c'est là qu'on remplace la mécanique de procédé. Donc, la première semaine était dédiée à la préparation des travaux pour réduire les déversements. Puis les 8 autres semaines qui s'en viennent, vraiment, c'est les travaux majeurs qu'on exécute. Majeurs au poste Champlain. Oui, exactement. Mais on sait que pendant ce temps-là, on va quand même récupérer... Bien, plus de 88 bien, 85 de ce poste-là. Oui, et plus. Donc là, vous en avez encore donc, pour 8 semaines pour les phases subséquentes, ce qui veut dire qu'au printemps, le poste de pompage va redevenir opérationnel à 100 %. Mais là, vous aurez toujours cette option-là dans l'avenir d'utiliser la dérivation. Le pompage temporaire, lui, ne restera pas en place. Comme tel, non? Non, parce que c'est un endroit qui n'est pas propice à long terme pour une installation. Puis on mise beaucoup sur le muret qu'on installe, sur la période d'exécution des travaux. Donc, on va analyser tout ça pour se mettre en position le plus favorable possible pour déverser le moins. Mais, tu sais, je regardais ça en fin de semaine. Bon, tu sais, on met des ordures du recyclage dans nos bacs, il y a un camion qui passe le chercher. On ne sait pas trop ce que ça va, mais ça disparaît de notre environnement. L'eau, c'est pareil. Quand on tire la chasse d'eau, qu'on vide le lavabo de la cuisine, ça s'en va pas par magie, là. Il y a quelque chose en quelque part qui récupère ça. Il faut que les gens prennent conscience. Et quand vous demandez aux gens de réduire un peu leur... Est-ce que vous sentez un réel effet? Nous, au quotidien, c'est difficile de voir les gestes de chacun. Sauf que si chacun participe, c'est certain que de notre côté, on se retrouve avec des pompes sanitaires qui bougent beaucoup moins que d'habitude. Présence de matières indésirables aussi dans le réseau. Donc, on sait que les toilettes doivent être utilisées à bon escient. Donc, ne pas jeter les résidus de table. On a des bacs bruns maintenant qui existent pour ça. Donc, les médicaments périmés, on retourne à la pharmacie, les contenants. Donc, c'est d'utiliser les toilettes vraiment à bon escient. Puis, ça nous donne un gros coup de main. Puis, évidemment, ça l'aide l'environnement. Je prends l'exemple, nous, en fin de semaine, puis en plus, il y avait des grands froids. Puis, il y avait Hydro-Québec qui nous demandait aussi de faire attention. Donc, on a reporté notre lessive ou reporté notre lave-vaisselle pour des raisons d'énergie hydro, mais de par le fait aussi qu'il y a de l'eau, forcément, qui sort de nos machines pour ultimement être acheminée à l'usine d'épuration. En tout cas, ce sont de petits gestes en souhaitant que ça fasse une différence. Bien, c'est toujours mieux, à la limite, pour les 8 prochaines semaines. Le message qu'on veut passer, c'est d'y aller... comme vous dites, là, de faire vos brassées puis vos tâches ménagères, en guillemets. Puis, autre chose que je rajouterais aussi, parce qu'on le sait, en fin de semaine, là, du côté ouest de la ville, les gens devaient faire bouillir l'eau. Là. Ça n'a aucun lien avec vous autres. Là. Non, non. C'est ça, il y a des gens qui se sont dit « Ah oui, c'est parce qu'il y a des travaux au poste Champlain. » Non, non. Les travaux au poste Champlain, c'est de l'épuration, c'est pas de la filtration. Donc, le fait de faire bouillir l'eau en fin de semaine n'avait aucun rapport avec ça. Là. Non, exactement. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, c'est de l'assainissement, c'est de l'eau potable. Puis oui, tout à fait. C'est pas la même affaire. Oui. C'est pas la même recette. Non. Sébastien Marquis, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça.
À mettre à vos agendas, samedi 18 février, Église Saint-Athanase, le Cercle philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu nous présente les grandes aventures. Avec nous pour en parler, Philippe Ménard, c'est le chef, le nouveau chef et directeur artistique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric. Nouveau depuis combien de temps? Depuis mars dernier. Bon, depuis mars quand même. Oui, donc ça fait même pas un an, exactement. Presque un an. Pourquoi arriver ici à Saint-Jean? C'était quoi le contexte qui a amené Philippe Ménard ici au Cercle philharmonique? OK. On va dire que c'est un hasard, mais je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je viens du coin, surtout Farnham, je dois dire, là, mais ma famille est presque toute dans le coin. Moi, ça faisait depuis 2001. C'est vrai que j'habitais Montréal, mais mes racines ont toujours été ici. Donc, j'ai encore beaucoup de gens et d'amis qui sont dans le coin ici. Et puis, ben, c'est une de mes amies qui est ici à Saint-Jean qui a vu l'annonce du poste qui était ouvert pour un nouveau directeur, qui m'a envoyé. Et j'ai appliqué, tout simplement. Qu'est-ce que tu as fait ces dernières années? C'est quoi ton historique, disons, professionnel, musical, qui fait que tu arrives aujourd'hui comme le directeur artistique du Cercle? OK. Donc, bien, j'ai étudié au conservatoire en direction d'orchestre. Donc là, c'est là où j'ai fait ma spécialité. J'ai toujours dirigé de l'harmonie. J'ai déjà été dans les cadets quand j'étais plus jeune, naturellement. Et j'ai toujours été autour de tout ça. J'ai autant dirigé des orchestres symphoniques, orchestres à cordes, orchestres à vent, des chœurs. Je me suis quand même assez diversifié là, dans mon cheminement. Et avant d'assumer le mandat ici à Saint-Jean, tu faisais quoi avant l'année qui précédait? Bien, en fait, j'avais 3 orchestres, dont j'étais directeur artistique, l'Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal, l'Orchestre de chambre Sérénade, puis l'Harmonie Rhythmica. Et là, j'ai un peu interverti, donc j'ai libéré un de mes postes pour prendre le Cercle philharmonique. Donc, j'ai toujours 3 directions artistiques présentement. Donc là, tu en as 3 en ce moment? Oui. Donc, tu as Saint-Jean, puis tu en as gardé 2? Exactement. Qui sont à Montréal? Un à Montréal, l'autre à Beauharnois. Beauharnois, bon, ce qui est quand même pas très, très loin. Mais c'est un peu le lot des gens qui font ce travail-là comme toi, d'avoir 2 ou 3 projets en même temps ou d'avoir 2 ou 3 directions simultanées. Là. C'est pas... C'est commun que ça soit comme ça. Oui, oui. Je suis un travailleur autonome. Naturellement, ça fonctionne avec contrat. Les charges de directeur artistique ou directeur musical des ensembles, c'est sûr que là, c'est des contrats à long terme. Donc, c'est sûr que ça offre une certaine stabilité, mais être à la pige, d'avoir plein d'autres petits contrats, autant comme chef d'orchestre, que je peux aller donner des classes de maître, que je peux être juge dans un festival, que je fais vraiment de tout là, dans mon année. Bon. Le mandat de diriger le Cercle philharmonique de Saint-Jean, en quoi ce défi-là est-il semblable ou différent des autres affaires que tu as déjà fait avant? Bien, semblable dans le sens qu'au quotidien, ce que je fais, c'est diriger des répétitions et diriger des concerts. Ça, c'est comme la base du travail. Par contre, c'est surtout tout le reste du travail, dans le sens qu'il faut que je planifie les saisons, il faut que je choisisse des thématiques pour les concerts, que je choisisse le répertoire, choisir des solistes invités, des collaborations avec d'autres ensembles, comme l'année prochaine, il y a une collaboration qui s'en vient. Donc, ce genre de choses-là, c'est ce travail-là qui va plutôt définir mon orientation, ma vision artistique et ce que je fais avec l'ensemble. Qu'est-ce qu'on connaît de l'historique du Cercle philharmonique de Saint-Jean? J'ai l'impression que ça existe depuis que je suis né. On dirait que ça a toujours existé, finalement. Hein? Depuis bien plus que... Plus que ça, même. Ah oui, oui. Officiellement, c'est 1890. Quand même, j'étais pas là. Mais on retrace 1852, les premières traces du St. John's Band. Mais ils se sont vraiment incorporés en 1890. Officiellement, le Cercle philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est 1890. Ils ont fêté leur 100e anniversaire, donc, en 1990. Le 125e anniversaire, ils ont fait des grandes festivités aussi. Donc, c'est vraiment implanté ici depuis très longtemps. Probablement l'une des plus vieilles institutions, honnêtement, là, sur le territoire. Là. Absolument. Quand même. Oui, Mais oui. on s'entend que ça a évolué au fil du temps. Là, le Cercle philharmonique version 2023... Ça ressemble à quoi? Il y a combien de musiciens? C'est quoi l'ampleur de ça? Bien, entre 40 et 45 musiciens. Je vous dirais, un des faits surprenants, parce que là, moi, je suis arrivé un petit peu après la pandémie. Ouais. Je veux dire, là, après le gros de la pandémie, la plupart des ensembles ont perdu beaucoup de musiciens, de choristes ou de membres dans leurs ensembles, et le Cercle philharmonique a perdu personne. Ah, ouais. C'est un fait quand même assez important. On peut l'expliquer comment? Bien, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont vécu leur jeunesse, leur passage à l'âge adulte ensemble. C'est une famille et c'est vraiment le cas de le dire. Il y a même un musicien dans le Cercle philharmonique, ça fait 50 ans qu'il joue dans l'ensemble.
Oui, oui, exactement. Donc, il y en a qui sont là depuis vraiment longtemps, qui se connaissent depuis longtemps, qui ont grandi Il y a un ensemble. attachement, là. Ah oui, oui, oui. Puis on le sent tout de suite, là. Je veux dire, ils arrivent, puis ils commencent à parler de leur semaine avec telle autre personne, puis tout ça, puis il est arrivé telle autre chose. On voit qu'il y a un lien, même si ils sont là pour jouer de la musique, puis c'est une activité, là. Une drôle de question, mais pour celui qui arrive, là, le nouveau qui arrive, là, est-ce que c'est difficile de s'intégrer ou de vouloir faire bouger des affaires ou d'essayer des nouvelles affaires? Non, mais je m'imagine. Là, je veux dire, tu arrives devant... C'est comme si moi, demain matin, je dirige une nouvelle entreprise, puis j'ai 50 employés qui sont là depuis très longtemps. Ben, je dis pas que je ne mettrai pas mes gants blancs, mais je présume que ça doit être particulier pour pouvoir s'intégrer dans un groupe comme ça. Oui, surtout que j'ai un statut particulier. Hein? Je suis le chef et non un membre de l'orchestre comme les autres. C'est certain que j'ai eu un mandat du conseil d'administration. Il y a des éléments sur lesquels je dois travailler et je devais travailler. Il y en a qui se sont déjà réglés. Mais c'est sûr que j'ai en premier ce mandat-là. Le deuxième mandat, bien, naturellement, c'est que comme je suis le chef, bien, comme n'importe quelle entreprise, quand tu es le boss, le lien avec les employés est toujours un peu plus difficile parce qu'il y a toujours une relation de travail qui s'installe. Donc ça, c'est certain que c'est là. Mais à ce niveau-là, une de mes premières missions était le climat de travail. Je voulais que ça soit le plus sain possible, mais le plus chaleureux possible aussi pendant les répétitions. Ces gens-là, les musiciens, là, et ça leur demande combien d'heures par semaine faire partie du cercle? Bon, la répétition, nous, c'est le jeudi soir. Donc, la répétition, c'est 2h30 qu'on a à faire, tout le monde en groupe. Mais, naturellement, ça leur demande du temps à la maison. Et là, ça dépend d'un musicien à l'autre, d'une pièce à l'autre, d'une section à l'autre. Ça peut être quand même relativement très différent. Mais je vous dirais que ça pourrait être comme un cours à l'université. On répète 2h30, c'est environ 2h30 de pratique en moyenne. Il y en a qui pratiquent beaucoup plus. Donc, c'est un 4-5 heures de boulot par semaine. Environ. Environ. C'est ça. Sans compter les spectacles, évidemment. C'est ça. Souvent, je l'explique, mettons en comparaison peut-être avec un cours de yoga. Dans un cours de yoga, s'il y en a 3 ou s'il y en a 18, le cours ne change pas. Dans une harmonie, s'il manque 12 personnes à une répétition, ça a un impact. Donc là, la même chose pour la pratique personnelle. Le temps qu'ils vont mettre avant la pratique, ça a un immense impact. Ces gens-là, ils ont fait quoi pendant la pandémie? Ah, bien, ils ont joué à la maison. Beaucoup d'ensemble, ils ont fait 1, 2, 3 enregistrements à la maison, qui ont fait des montages. Ça, il y en a eu quand même plusieurs. Mais tu sais, la musique, là, ce qui rassemble les gens, c'est le côté social, énormément. Et puis, bien, de connecter avec les autres et de jouer de la musique en groupe dans le même local, ça n'a rien à voir avec tout le monde, chacun dans son petit studio à la maison. Vous pratiquez à quel endroit? Présentement, c'est au pavillon Gérard-Morin, mais on est bientôt en déménagement. Là, on devrait changer de place sous peu. Pour aller... sur le chemin des Patriotes, si je me rappelle bien, c'est l'ancien hôtel Belle-Rive. Ah oui? Oui. Ah oui. Exactement. Okay. Donc, ça faisait... Bon, naturellement, moi, je ne l'ai pas beaucoup vécu, là, mais ça faisait plusieurs années qu'ils étaient dans l'ancienne église Saint-Noël-Chabanel. Exactement. Et puis là, bon, là, ils sont en train de préparer le déménagement. Ça devrait avoir lieu d'ici 1 à 2 mois. OK. Il y a combien de spectacles par année? Bon, ça, c'est assez différent d'une année à l'autre. Ça dépend du concept artistique, ça dépend des concerts, tout ça. Cette année, on a décidé qu'on faisait 4 concerts dans 3 programmes différents. Donc, on a fait 2 concerts d'Halloween, un concert qu'on fait là en février, celui dont on parlait au début, et puis notre concert de fin d'année qui est au début juin. Il y a toujours les concerts d'été également qu'on fait ici à Saint-Jean, à Granby, aussi standard. Mais quand vous êtes à l'intérieur, là, prochainement, vous êtes à l'église Saint-Athanase, mais est-ce que vous visitez d'autres lieux aussi? Oui, bien, on était au Théâtre des Deux-Rives, naturellement, en juin dernier. Et puis bien, il y a d'autres lieux, naturellement, de diffusion. Mais là, pour cette année, l'église Saint-Athanase. Et puis, on est allé également à Saint-Grégoire, à l'Érablière, au Toit Rouge, pour faire notre concert d'Halloween. Bon, jouer dans une église, bon, évidemment, il y a une acoustique particulière, très particulière. On aime ou on n'aime pas, mais en même temps, pour un cercle philharmonique, est-ce que c'est pas l'endroit idéal ou différent? Ou comment on le vit, ça? Bon, idéal. Bon, chaque église a une acoustique quand même un peu différente. Être à la co-cathédrale ou être à l'église Saint-Athanase, c'est pas du tout la même acoustique. Il y a du répertoire qui s'y prête plus aussi. Là, naturellement, quand on fait une grande œuvre chorale, genre un requiem de Mozart, aller dans une église, c'est
parfait. C'est certain que c'est prévu pour ça. Il y a d'autres pièces qui s'y prêtent un petit peu moins. Naturellement, si on fait de la musique de danse ou de la musique beaucoup plus rythmée avec beaucoup de percussions, peut-être que l'église, ça ne sera pas l'idéal. Fait que ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Mais en contrepartie, aller au Théâtre des Deux-Rives, qui est une acoustique relativement très sèche, c'est la même chose. Vouloir avoir une œuvre qui demande beaucoup plus d'ampleur, plus de résonance, c'est pas la bonne place non plus. Bon, parlons donc de samedi, 18 février, 19h30, à l'église Saint-Athanase, les grandes aventures. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça se décline en plein de choses, soit des personnages quand même importants. On va parler de Tintin, Sinbad, Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Donc, on va aller chercher les musiques de ces personnages-là. Ou même, on a été chercher, on fait la musique de Zelda, une espèce de petit pot pourri. Mais également, on voulait avoir quelque chose de beaucoup plus visuel. Fait qu'on fait des pièces qui représentent le mont Everest, qui représentent l'Oregon, la conquête de l'Ouest américain. Ou encore, on fait la musique du film Out of Africa avec Meryl Streep, où là, justement, pour représenter les grandes plaines de l'Afrique. Donc, c'est ça, on va aller chercher différents panoramas, puis on fait même, moi, j'aime bien sortir un peu des sentiers battus, fait qu'on va même faire les danses du film Rabbi Jacob de Louis de Funès. En plus? En plus. OK. Donc, le spectacle est fin prêt? Ah, on est pas mal prêt, en effet. Pas mal prêt, des petits ajustements de dernière minute. Exactement, là, mais c'est ça. Il reste juste la générale puis les petits derniers détails. Bon, l'église de mémoire, ça a quand même une bonne capacité assise, là. On peut aller jusqu'à 1000 personnes. On peut aller jusqu'à 1000 personnes. Donc, c'est samedi, 18 février, 19h30, église Saint-Athanase. Les gens qui veulent acheter des billets peuvent aller sur cpsj.ca. /billetterie. Donc, c'est le Cercle philharmonique de Saint-Jean pour acheter des billets. C'est 25 $ pour les adultes, 20 $ les étudiants gratuits pour les 12 ans et moins. Est-ce que ça fait... Je sais que la pandémie est derrière nous, mais ça ne fait pas très, très longtemps. Est-ce qu'il y a toujours une certaine fébrilité à revenir un peu dans un spectacle plus normal, si on veut? Ah ben là, il y a toujours une fébrilité à donner un concert. Ça, c'est de officiel. Toute façon. Oui. Ouais. Mais je crois que c'est pour le public. Encore plus que les musiciens. Eux, ils les attendaient, les concerts. Philippe Ménard, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous avise qu'elle a modifié son règlement sur l'abattage des arbres. Donc, si vous êtes confronté à cet enjeu-là chez vous, vous devez vérifier avant avec la municipalité, à savoir si vous êtes bien sûr en toute légalité. À demain. Bye-bye.